Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, un podcast réalisé par et pour les étudiants et étudiantes. Épisode 2, organisation. Alors donc aujourd'hui nous avons une invitée sur le podcast, il s'agit de Laurence Croc qui est historienne bonardiste et enseignante-chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre. Elle anime et co-dirige le TD à destination des L3 en histoire de Nanterre intitulé Archives et documentation avec notamment Xavier Vignat et Patrice Bobo qui sont également enseignants-chercheurs à l'Université de Nanterre. Bonjour Laurence Croc. Bonjour Alex, bonjour Charlotte. Bonjour. Donc dans cet épisode, on va vous présenter les différentes ressources et lieux de travail à la disposition des étudiants et étudiantes et on va vous mettre en barre d'informations la timeline de l'épisode pour que vous puissiez vous y retrouver le plus facilement possible. Donc dans une première partie, on vous présentera les différentes bibliothèques à Paris exclusivement parce que c'est celles qu'on fréquente et qu'on connaît le mieux avec Alex. Dans la deuxième partie, du coup, notre invitée Laurence Croc pourra nous informer sur le fonctionnement des archives notamment. Et dans une dernière partie, on parlera des différents conseils et astuces qu'on peut avoir sur une bonne organisation du travail, que ce soit en licence comme en master. Voilà. Dans cette première partie sur les bibliothèques, peut-être qu'on peut commencer, Alex. Quel est ton espace de travail préféré quand tu es sur le campus ? Alors, quand je suis sur le campus, Charlotte, moi j'aime bien aller à la bibliothèque universitaire de Nanterre, qui est assez grande et plutôt bien fournie pour tout ce qui est ouvrage, que vous soyez en licence et en master. Elle regroupe de nombreux livres qui sont facilement accessibles dès que vous êtes étudiant à la fac de Nanterre via la carte étudiante. Donc il faut savoir que cette BU est organisée en salles qui correspondent aux UFR, donc pour tout ce qui est histoire, ça se trouve dans la salle de sciences sociales qui est au premier étage. La bibliothèque universitaire vient d'ouvrir un nouvel espace intitulé Pixel. Donc il faut savoir que dans cet espace, il y a des box que l'on peut réserver en groupe, ce qui permet faciliter le travail pour tout ce qui est exposé, travail en groupe, en binôme ou ce genre de choses. La réservation se fait soit directement sur place avec la carte étudiante ou alors via un site internet qu'on vous mettra en barre d'infos de la vidéo où vous pouvez réserver pour des groupes soit de 2 ou je crois que les plus grands box vont jusqu'à un peu moins d'une dizaine de personnes. C'est ça. Voilà, et donc elle est ouverte de 8h30 à 20h la semaine, du lundi au vendredi, et de 10h à 18h le samedi. Voilà. Donc toi Charlotte, quelle est ta bibliothèque préférée pour travailler le soir ? Alors, il y a la bibliothèque publique d'information, du coup, qui est située au premier et deuxième étage de Centre Beaubourg, donc accessible par le RER A avec l'arrêt Châtelet-Les Halles. Donc c'est une bibliothèque qui est pratique parce qu'elle ferme à 22h, contrairement à la bibliothèque universitaire. Donc ça permet de pouvoir un peu rallonger les temps de travail. Elle est fermée le mardi par contre, mais elle est ouverte du lundi au dimanche de midi à 22h. Voilà. Sinon, elle est ouverte à tous et à toutes sans réservation et sans carte. Donc, c'est relativement facile de s'y rendre. Voilà. Sinon, Alex, le meilleur endroit pour réaliser des recherches documentaires ? Est-ce que tu peux me dire ? Alors, je pense que pour ça, on peut directement citer la BNF, qui est, je pense, qui est même le plus grand centre de ressources en France. Donc, c'est la Bibliothèque nationale de France, notamment l'espace qui se trouve dans le 13e arrondissement et qui est appelé Bibliothèque François Mitterrand. Donc, qui se trouve sur la ligne C14 sur les arrêts Bibliothèque François Mitterrand et sur la ligne 6 donc, du métro parisien à l'arrêt Quai de la Gare. Donc il faut savoir que la Bibliothèque nationale de France regroupe tous les ouvrages parus en France et même pour certains à l'étranger également. C'est également un espace où sont conservées des archives et des sources, donc ce qui est pratique pour les historiens mais pas que. Elle se compose de 2 espaces distincts. Il faut savoir qu'il y a le haut de jardin qui se trouve dans le hall, qui est accessible à tout le monde. Il se compose de plusieurs salles. Donc il faut savoir que la salle dédiée à l'histoire, c'est la salle J. Elle fonctionne sur un système de paiement à la journée ou bien d'abonnement à l'année. Donc l'abonnement avec délivre une carte qui nous permet d'accéder à la bibliothèque. Pour les étudiants, il est de 15€ à l'année et il faut savoir également que ces espaces sont gratuits de 17h à 20h si je ne me trompe pas, c'est ça Charlotte ? Ouais. Un autre espace qui se trouve dans le sous-sol, entre guillemets le sous-sol parce qu'il y a un grand jardin au milieu donc on n'a pas l'impression d'être en sous-sol, qui est appelé le rez-de-jardin et donc qui est à destination des chercheurs. Donc ça s'adresse plutôt à tout ce qui est personnel enseignant dans le monde de la recherche, des chercheurs,
les masterisants, les doctorants, ce genre de choses. Et donc là, le système d'abonnement est également présent, donc avec la délivrance d'une carte. Le tarif est de 35 € pour les étudiants. Pour l'année. Pour l'année, oui, il ne faut pas oublier de le préciser, c'est pas la journée ou au mois, c'est bien à l'année. Il faut également penser à réserver sur le site de la BNF via son compte, donc il faut créer au moment où on s'abonne. Pour réserver des places, on peut également commander des livres au magasin. Donc ça, pour les livres au magasin, petite précision, il faut les commander la veille avant 14h maximum pour pouvoir les avoir le lendemain. Donc les horaires sont assez variables sur la BNF, donc on ne va pas les préciser à l'oral, mais elles se trouveront évidemment dans la barre d'infos de la vidéo. On peut juste dire que globalement c'est ouvert de 14h le lundi au dimanche soir à 19h, sur des espaces assez importants. Est-ce que Charlotte, tu fréquentes d'autres bibliothèques? Est-ce que tu veux nous faire part d'autres espaces de travail intéressants? Il y a la bibliothèque Sainte-Geneviève dans le 5e, qui est juste à côté d'ailleurs de la bibliothèque Sainte-Barbe, qui permet aussi de travailler relativement tard, parce que la bibliothèque Sainte-Geneviève ferme à 22h du lundi au samedi, et est ouverte certains dimanches de 13h à 19h. Pareil, c'est indiqué sur leur site les dimanches où ils sont ouverts. C'est la bibliothèque Sainte-Geneviève, donc la BSG, permet de consulter des ouvrages sur place uniquement, alors que la BSB, donc la bibliothèque Sainte-Barbe, on peut emprunter des documents. C'est accessible gratuitement aux étudiants, mais il faut présenter la première fois à l'inscription un certificat de scolarité pour avoir une carte. Il n'y a pas besoin de réserver de place comme c'était le cas l'année dernière. Maintenant, on peut s'y rendre comme ça. Et du coup, en plus, la bibliothèque Sainte-Geneviève, je pense que c'est un endroit qui est quand même très agréable pour travailler. En plus, c'est pas uniquement réservé aux étudiants et étudiantes de la Sorbonne, comme certains peuvent le penser. Et voilà, ça permet de varier un peu les différents espaces de travail. Je pense qu'on a fait le tour pour les bibliothèques. Est-ce que d'autres espaces vous viennent à l'esprit comme ça? Non, quand j'avais votre âge, je fréquentais aussi beaucoup Beaubourg. Voilà, la bibliothèque Sainte-Geneviève, je la trouve très belle, mais voilà, je me suis toujours mieux sentie à Beaubourg. J'aime beaucoup ces livres qui sont d'accès direct, et puis ce côté mixité sociale assez étonnant qu'on ne trouve pas beaucoup dans Paris, quoi. On est à deux pas de SDF, on est avec des étudiants d'autres disciplines. Bon, la dernière fois que je m'y suis rendue pour un petit point documentaire, j'étais surprise quand même de voir que j'étais à peu près la seule à avoir sorti un ouvrage des rayons et que quasiment tous les étudiants étaient avec leurs cours et révisaient leurs partiels, mais ne faisaient absolument aucun usage des ouvrages qui étaient présentés. Sinon, si une autre bibliothèque est très agréable, c'est la BHVP, qui fonctionne de plus en plus comme une bibliothèque de quartier. C'est la bibliothèque historique de la ville de Paris, donc qui regroupe, comme son nom l'indique, à peu près, je pense, toute la documentation qui existe sur Paris, mais qui s'est aménagée ces dernières années en bibliothèque de quartier pour les étudiants. Voilà, on est quand même dans un ancien hôtel particulier du XVIe siècle. Ça permet d'avoir un environnement pas forcément facile pour trouver son repas du midi, puisque il n'y a plus que des choses très chères. Mais sinon, voilà. Ça marche. Ok, merci pour cette précision. Petite précision aussi, donc là c'est une liste non exhaustive évidemment, il existe de très nombreuses autres bibliothèques dans Paris, donc n'hésitez pas à aller chercher sur internet, ou si vous n'habitez pas sur Paris ou que c'est compliqué pour vous d'aller sur Paris, n'hésitez pas à faire des recherches sur les bibliothèques qui sont les plus proches de vous pour trouver l'espace de travail qui vous correspond le mieux. Je pense qu'on a tout dit. On a mis un lien avec le recensement de toutes les bibliothèques de la ville de Paris qui sont regroupées sur un seul et même site, donc on vous invite à aller regarder aussi si ça vous intéresse. Je pense qu'on peut passer à la seconde partie, donc qui concerne les archives. Donc là, elle est un peu plus propre à toutes les personnes qui sont en histoire ou ont attrait aux archives dans leur travail. Donc Laurence Croc va pouvoir intervenir grandement sur cette question. Il faut savoir que les archives, c'est un monde qui est assez vaste, peu abordable lorsque l'on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on fait appel à vous, Laurence Croc, pour pouvoir aiguiller les futurs étudiants ou même les étudiants qui vont faire de la recherche en histoire. Est-ce que vous pourriez donc nous présenter rapidement les archives nationales? Alors, les archives nationales, donc, elles ont été fondées sous Napoléon dans les locaux de l'ancien hôtel particulier du Prince de Soubise, rue des Francs-Bourgeois. Et depuis, c'est une institution qui a grossi avec tous les dépôts de documents qu'elle a reçus.
Donc il y a tout un tas de bâtiments qui ont été créés. Je ne vais pas faire l'historique, mais en gros aujourd'hui il y a au moins 2 dépôts principaux. En fait, il y en a un peu plus en histoire contemporaine. Il y a toujours ce qu'on appelle le quadrilatère Rohan, qui est dans le quartier du Marais, dans lequel il y a un bâtiment qui date des années 90, où sont conservées les archives d'Ancien Régime et toutes les archives des notaires. Parce que c'est une spécificité à Paris. D'ordinaire, les minutes notariées sont conservées aux archives départementales, mais à Paris, elles sont aux archives nationales depuis que leur dépôt est obligatoire dans les années 1920. Et puis il y a un deuxième bâtiment qui est réservé donc aux archives contemporaines, en tout cas la très grande majorité, qui est à Pierrefitte, qui est un magnifique bâtiment d'architecte, facile d'accès par le métro de la ligne 13 et maintenant aussi par la ligne 14. En écoutant vos interventions sur l'accès à la BNF, eh bien, je tiens à préciser quand même que l'accès aux archives nationales est totalement gratuit, uniquement soumis à la présentation d'une carte d'identité et à l'explication des sujets sur lesquels vous devez travailler. Et toutes les archives départementales fonctionnent sur ce même principe de gratuité. L'accès aux archives, c'est considéré comme un droit des citoyens de pouvoir y avoir accès. Et d'ailleurs, si les archives nationales ont fait construire un très beau bâtiment pour loger les stocks de documents qu'ils ne pouvaient plus mettre dans Paris, c'est grâce à la pression des sociétés de généalogistes. En gros, les généalogistes représentent 80% du public de ces salles, donc qu'ils soient investis par de jeunes chercheurs, c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif. Il y a de la place et les conservateurs sont très contents ici que les chercheurs s'intéressent à leur fond, pas seulement les généalogistes. Alors une autre question, je pense que beaucoup d'étudiants en master, enfin notamment lors du master 1 se posent, c'est comment trouver ces archives en master. On a un sujet, on cherche des archives dessus, est-ce que vous auriez des pistes pour pouvoir, qui peuvent s'appliquer, sachant que chaque recherche est différente, mais est-ce que vous auriez des pistes là-dessus pour chercher, trouver... comment chercher, voilà. Alors pour les archives nationales, nous disposons maintenant depuis presque une dizaine d'années d'un outil de recherche fantastique qui s'appelle la salle des inventaires virtuels, où vous rentrez le sujet de votre recherche, surtout si elle concerne un personnage, et vous allez voir apparaître la liste des documents qui correspondent à votre demande. Donc voilà, vous saurez ce qui est conservé aux archives nationales. Après, la dimension, je dirais, topographique de votre sujet est importante, c'est-à-dire que si vous voulez travailler sur une usine qui est dans les Hauts-de-Seine, évidemment, il va falloir aller voir aux archives départementales des Hauts-de-Seine, sachant que les archives départementales sont quand même pas forcément toujours très bien outillées en termes de recherche, quoique maintenant vous avez de grandes campagnes de numérisation de documents, de tout un tas de choses qui sont accessibles. Voilà, donc je pense que l'entrée par le lieu, c'est un élément important. Et avec de la chance, vous pouvez même avoir des archives municipales qui sont accessibles. Je vois par exemple à Blois, ils ont un service d'archives municipales qui est assez développé. Donc je ne sais pas si vous vous intéressez à les marchands bateliers à Blois, et bien voilà, vous allez aux archives municipales, sachant qu'à chaque fois, vous pourrez échanger avec un conservateur qui vous dira si il y a des sources ou pas. Vous y trouverez des sources manuscrites ou imprimées, dans le meilleur des cas. Alors, une autre question qui est surtout pour les modernistes, comme moi notamment, qui peuvent être rapidement perdus par rapport au minutier central. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce que c'est et également comment chercher des sources dessus, notamment par exemple si on s'intéresse à des personnages et à des unions ou des naissances, etc., comment pouvoir retrouver de façon, on va dire, efficace et productive ces informations qui sont en général précieuses et qui ne sont pas forcément toujours accessibles facilement via Internet. Alors, dans la fameuse salle des inventaires virtuels, vous pouvez rentrer les noms des personnages sur lesquels vous faites vos recherches. Et là aussi, vous trouverez, vous aurez une liste de documents. Si cette recherche s'avère infructueuse, sur Paris, on dispose des listings élaborés par des généalogistes sur le site Famille Parisienne,
classés par ordre alphabétique. Et donc, vous pouvez avoir la chance de trouver quelques références, sachant que si jamais vous cherchez le mariage d'un couple, de toute façon, le contrat de mariage, vous le trouverez chez le notaire de la famille de madame. C'est la règle de l'uxori localité, comme on dit. Le mariage est célébré dans la paroisse de résidence de madame et le contrat est toujours établi chez le notaire de la famille de madame. Alors, souvent, c'est un notaire qui est voisin, mais à Paris, c'est pas systématique, loin de là. Et puis, vous pouvez avoir de la chance, c'est-à-dire que le notaire qui est sollicité, c'est le notaire habituel de la famille. Voilà. Mais si vous travaillez sur des familles populaires ou petites bourgeoises, comme ça a été mon cas pour Madame Legros, les 3 filles sont mariées chez des notaires différents. Ils n'ont aucune habitude. Donc là, c'est la chance ou un petit peu d'habitude quelquefois. Mais le hasard fait parfois bien les choses. Ça marche. Merci beaucoup Laurence Roch pour cette intervention. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter qui vous semblent essentielles par rapport aux archives, ou est-ce que l'essentiel a été dit Je dirais que travailler aux archives, ça procure un plaisir, en tout cas moi ça me procure un plaisir qui est largement supérieur au travail sur des documents imprimés. Je pense que je ne suis pas la seule, puisque Arlette Farge a publié un joli petit livre sur le sujet qui s'appelle Le goût de l'archive, où elle évoque ce plaisir d'être en contact avec des documents écrits 200, 300 ans auparavant. Voilà, il y a de l'émotion, l'archive. C'est sûr, je pense que les deux, avec nos sujets de recherche, de trouver le papier original, c'est toujours agréable, et puis de retrouver les écritures. Je sais que c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Puis pouvoir palper et toucher vraiment en direct quelque chose qui date et qui concerne notre sujet directement de recherche. Enfin, moi je travaille sur Madame Berthier de Souvigny par exemple, et c'est vrai que de pouvoir voir son écriture et me dire que c'est elle-même, il y a quelque chose une plus-value nette par rapport à une archive imprimée qui aurait été juste tapée par l'individu. Donc je pense qu'on peut clore cette seconde partie sur les archives et passer du coup à la troisième et dernière partie sur l'organisation du travail. Donc on vous a présenté les lieux de travail et de recherche. Donc maintenant on va pouvoir vous présenter nos conseils pour bien mener sa licence et son master, et surtout pour les étudiants et étudiantes en histoire. Alex, peut-être que tu veux commencer ? Allez, je commence. Tout d'abord, je pense qu'une chose qui est importante, que ce soit en licence ou en master, c'est le fait de répartir les rendus du semestre sur l'ensemble du semestre, voire de prioriser plutôt les 6 premières semaines, et donc par là de démarrer dès la seconde semaine, ne pas hésiter à donner des rendus ou passer ces exposés directement dès la première semaine, ce qui permet de libérer pas mal de temps. Et c'est d'autant plus valable pour les étudiants et étudiantes en master, oui, de consacrer la première partie du semestre pour les comptes rendus d'articles, les exposés et autres devoirs écrits, pour après avoir la seconde partie entièrement dédiée à la recherche et avoir vraiment l'esprit à la recherche et avoir du temps pour les archives et aller à la bibliothèque. C'est très important, je pense. À cela, j'aimerais ajouter aussi que les étudiants en licence ont des partiels, donc c'est vrai qu'aussi de pouvoir faire et être débarrassé de tous ces rendus et ces exposés en début de semestre permet de se consacrer à ces cours de façon plus pleine, et également de commencer à réviser les partiels en avance. Et aussi, sachant qu'en licence, ce qu'il faut anticiper, c'est que dans les semaines 6 et 7, en général, il y a les contrôles de mi-semestre qui tombent. On n'y pense pas forcément, mais y penser dès le début du semestre et organiser son travail à l'avance par rapport à ça peut éviter des situations difficiles. Généralement, ces semaines sont un peu compliquées, 7, 8, 9, c'est toujours un peu le moment où on avance bien dans le semestre, on a eu beaucoup de travail, on en voit qu'on en a encore beaucoup, et on a tendance à être noyé. Ensuite, du coup, moi je pense que se constituer un groupe de travail ou trouver son binôme pour échanger les journées à la bibliothèque comme nous on fait avec Alex, ou échanger les devoirs, poser ses questions, se faire relire ou autre, c'est toujours plus intéressant. Donc je pense que c'est important de le faire le plus rapidement possible, et c'est valable pour les étudiants en licence, mais encore plus je pense en master, parce que la recherche peut s'avérer parfois très solitaire
Et c'est important de pouvoir échanger sur son sujet de recherche, même si la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous êtes ne connaissent pas du tout votre sujet, pouvoir échanger de ses avancées, raconter ce qu'on a pu lire. Aussi, rien que d'en parler de sa recherche avec des camarades peut permettre aussi d'avoir des soulèvements de questions que l'on n'a pas forcément vu à avoir la tête en permanence dedans. Et c'est vrai qu'une ouverture extérieure ou un avis extérieur peut toujours être positif, donc n'hésitez pas de parler de votre recherche avec des binômes, tout ça dans un environnement sain, j'ai envie de dire, et bienveillant. Oui, toujours bienveillant. Une autre chose, je pense aussi, qui est assez importante et que je pense peu d'étudiants ont tendance à faire et à valoriser, c'est ne pas hésiter à, dès qu'on a l'occasion, d'affronter les oraux et les exposés à l'oral devant une classe, ce qui peut faire peur, ce qui peut être très compliqué et parfois par flemme ou par peur ou par inquiétude ou par timidité, on se met des freins, mais le faire permet de souvent gagner en assurance, pouvoir mieux s'exprimer, de nous sentir plus à l'aise à l'oral, sachant que je vois par exemple au master, actuellement en master 2, nos évaluations sont quasiment uniquement des exposés devant la classe. Donc c'est vrai que de s'y être confronté avant et être plutôt à l'aise garantit des points d'avance par rapport à quelqu'un qui perdrait ou serait complètement paniqué à cette idée. Donc n'hésitez pas, c'est un bon entraînement, c'est dur, ça fait mal, mais à la fin on en sort grandi. Puis dans la même... après aussi se faire relire, c'est ce que je disais tout à l'heure rapidement, mais par des camarades, par des proches et même par ses professeurs, c'est aussi très important. C'est pas toujours facile de laisser, enfin moi je vois pour le mémoire, de faire lire à d'autres personnes, mais ça peut être que bénéfique. Et c'est aussi valable pour les exposés d'ailleurs en licence, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut être très utile. Voilà. À cela, j'ajoute, n'hésite pas à hésiter à envoyer son travail aussi à son directeur ou sa directrice de recherche, ce qui permet cette aide réelle de pouvoir voir l'avancée et de nous réorienter si besoin et de nous remettre dans le droit chemin si on s'en éloigne. Et ce qui évite aussi au directeur ou à la directrice d'avoir à relire un énorme paquet à la fin du semestre et de pouvoir corriger plus facilement. Et nous, d'avoir de petites corrections, c'est mieux qu'une énorme correction à la fin. Surtout que tout le monde passe sa soutenance en général en même temps, donc c'est quand même plus facile d'étaler les rendus du semestre. Donc je pense qu'on a fait le tour sur les conseils pour les licences et masters. On va peut-être se concentrer uniquement sur nos camarades de master en présentant rapidement peut-être les outils qui sont à notre disposition. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais Zotero est notre meilleur ami, je pense. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de rentrer en fait toutes ces références bibliographiques et de pouvoir les trier par catégorie. Oui. C'est vrai qu'avoir un Zotero bien organisé avec des catégories ou voire même des sous-catégories peut permettre de gagner du temps, d'être mieux organisé et de retrouver plus facilement des informations. Ne pas hésiter. Enfin, moi je sais que dans mon Zotero on peut ajouter des espèces de vignettes ou des sous-catégories, je sais pas trop comment on peut dire. Des tags en fait, ouais, voilà. Ou par exemple moi je sais que j'ai un tag lu, un tag non lu et un tag partiellement lu, ce qui me permet de repérer très rapidement où j'en suis dans mes ouvrages, s'il y a des ouvrages que j'ai pas eu le temps de terminer ou finalement j'en ai lu la moitié et après je suis passée à autre chose parce que j'avais pas forcément le temps de finir et que la suite n'était pas essentielle, me permet du coup de savoir que je l'ai pas fini et d'y revenir plus tard et de savoir directement donc, avec mes notes où j'en suis dans cet outil, donc Zotero. Merci. À utiliser, c'est ça. Sinon aussi il y a RetroNews et Gallica qui sont des outils qui ont été développés par la BNF. Permettent, RetroNews, c'est les journaux du XVIIe siècle au début du XXe siècle et on peut faire des recherches thématiques sur ces sujets, c'est toujours intéressant. Et Gallica, on peut retrouver à peu près tout, sur les almanachs impériaux et royaux, des ouvrages complets historiques ou non. Enfin, également, oui, des ouvrages imprimés qui peuvent servir de source comme des mémoires de personnalité, notamment pour tout ce qui est du XVIIIe siècle. Et puis de l'iconographie, ils ont réalisé de nombreux documents, comme celui que je vous ai montré l'autre fois, cette image pornographique de Beaumarchais qui était à la réserve. Donc c'est un document qui était à peu près inaccessible. Autrement, donc Gallica... à voir. Et enfin, OpenRefine, c'est pour ceux qui
ferait qui collecterait des données. Moi, je l'ai utilisé dans le cadre de mon mémoire pour quand on accumule un certain nombre de données, par exemple sur Excel, on peut faire quelques erreurs de frappe ou autres et se retrouver avec des noms très similaires mais orthographiés de différentes façons, avec une majuscule, d'autres pas de majuscule, un espace. Et cet outil, du coup, permet de trier automatiquement ces petites erreurs et permet aussi d'autres fonctionnalités que je ne connais pas encore parce que c'est un outil que je découvre encore. Mais du coup, oui, qui est envisagé pour la collecte de données notamment. Voilà. Un autre conseil, je pense qu'on peut donner, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est de prendre contact régulièrement avec son ou sa directrice de recherche et donc de ne pas hésiter à aller les chercher. L'envoi de mail est fortement conseillé. Pour cela, le rôle du directrice ou du directeur de recherche n'est pas d'aller vers ses élèves, c'est plutôt aux étudiants plutôt, d'aller chercher des informations et avoir un bon contact et des échanges réguliers avec ces personnes centrales du mémoire permet de ne pas partir dans de mauvaises directions, souvent de gagner en questions et de... En référence bibliographique. Également aussi, oui, sur tout ce qui est bibliographie, compréhension des sources aussi, puisqu'en général, on est tout de même toujours face à des professionnels donc les connaissent mieux les sources que nous et peuvent aisément nous aiguiller et nous faire poser de bonnes questions. Donc, ne pas hésiter dès le début du master, parce qu'on n'y pense pas forcément et on n'ose pas toujours envoyer le premier mail. Voilà. Mais bon, si ces personnes vous ont pris sous leur responsabilité pour mener à bien votre recherche, c'est qu'ils ont accepté et donc ils acceptent aussi d'être interpellés dans ce cadre. Ensuite, une dernière chose peut-être, Charlotte ? Une dernière chose, oui, sur les fiches de lecture, pour les étudiants et étudiantes de master, il faut penser à faire un modèle auquel on se tient sur toute la durée d'une année ou toute la durée du master pour avoir un format uniforme. Si vous prenez notamment à l'ordinateur, si vous faites... nous, on a 2 méthodes différentes, on en avait parlé un peu avant l'épisode, mais moi je fais une fiche lecture par ouvrage et toi tu fais par catégorie. Oui. Mais du coup, se tenir à un seul modèle pour pouvoir s'y retrouver et pas avoir 12 000 présentations différentes et savoir où chercher les informations. Je sais pas, par exemple, moi je sais que je fais mes notes de lecture en premier, après je mets les pistes de réflexion et après je mets d'autres références bibliographiques que j'aurais pu rencontrer et que j'ai envie de consulter plus tard. Je pourrais rentrer sur Zotero par exemple. Pour rebondir sur les notes à prendre lorsqu'on fait son historiographie, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger en début de mémoire, c'est de absolument tout noter, que ce soit l'auteur, les dates, les titres et surtout la page. Ça, c'est une erreur qu'on avait faite toutes les deux l'année dernière. Et je pense qu'on n'est pas les seuls qu'on entend régulièrement. Un certain nombre d'heures de travail. Car dans le mémoire, dans l'historiographie, ou même lorsqu'on cite un auteur ou une autrice, il ne faut pas oublier de noter donc la date, le livre, toute la notice du livre, mais surtout aussi la page où on a pris l'information. Et on a tendance à l'oublier, et ce n'est pas la chose la plus évidente au début de mémoire, mais surtout, je pense que c'est un des conseils les plus utiles qu'on peut donner dès le début, aux jeunes masterisants. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter ? Non, je suis ravie de voir que vous avez tiré un grand profit de votre expérience de M1 et j'espère que vos camarades qui vous écouteront sauront aussi en tirer un profit. Merci pour votre intervention en tout cas, et puis on se retrouve du coup dans le prochain épisode qui portera sur l'orientation au mois de janvier. Sachant que ce n'est pas un épisode, mais donc les prochains épisodes s'appellent Orientation, et donc c'est une série de 3 épisodes qui concerneront des sujets un petit peu différents, donc qui sont en préparation et qu'on espère publier tout au long du mois de janvier. Voilà. Merci.